Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Oh, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 224 du podcast Jean Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. À mes côtés, comme toutes les semaines, il y a d'abord Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. À ma gauche également, c'est vrai que je m'y ferai jamais à ce plateau où vous êtes tous les deux à ma gauche. Raoul Villeroy, bonjour Raoul. Salut. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, évidemment, avec ses soirées Game On tous les dimanches. Et ce dimanche, il y aura Raoul Villeroy. Ah bon? Bah oui, on est le 14. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles pas? Si. Tu t'es engagé à animer cette soirée, rappelle-toi. Je me suis tout à fait engagé. Voilà. Sinon, tu vas pas au Super Bowl, c'est mon moyen de chantage, rappelle-toi. À chaque fois que t'es en retard ou quoi, je dis attention, tu vas pas au Super Bowl sinon. Croyez-moi, je ne le suis plus. En vrai, c'est pas vrai. Il a déjà son accréditation, il a déjà sa chambre d'hôtel, ma chambre d'hôtel. Son billet. J'ai tout. Ça va être difficile. Normalement, il est pas mal. On a même demandé à le mettre sur le tapis rouge pour les NFL Awards. On espère que ça va marcher. On est Si dans la c'est ça, vous allez avoir du live Facebook du tonnerre. T'as vu, il va se mettre comme ça en selfie avec le téléphone au-dessus de lui et il va faire du Facebook Live. Tom, ça fait quoi d'être le nouveau MVP? Avec les mecs qui passent derrière de dos, tu sais. Bah ouais. Ah pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Attends, il sera un peu tard mais en France, mais oui, ce sera. Vous le regarderez le lendemain matin. On regarde quand même. En tout cas, donc le Hard Rock Café partenaire tous les mardis et donc soirée dimanche à partir de 18h avec Raoul qui sera là. Le premier tour des playoffs, on détaille évidemment ça. Il y avait 4 matchs, on a le temps de tout détailler maintenant. Maintenant qu'il y a moins de matchs, c'est bien, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va parler de toutes les équipes. Minute par minute. Et on va parler de toutes les équipes, normalement plus d'une minute. Donc il y aura plus de mécontents. Donc le premier tour des playoffs, les tops, les flops, vos questions. Mais avant, on commence avec l'actu. Petit détour actu, messieurs, quand même, parce qu'il y a des nouvelles coachings. On en a parlé un petit peu dans le fauteuil de dimanche. La première, c'est John Gruden, officiellement embauché par les Raiders, 10 ans et $100 millions. On va pas y passer 10 ans, parce qu'on a quand même déjà pas mal limé le sujet, que ce soit sur le site, que ce soit dans le fauteuil, ou même dans l'émission la semaine dernière, parce qu'on avait quand même un peu touché le sujet. John Gruden, grand sauveur, grand gourou, magique, génial des Raiders. Est-ce que vous y croyez, avec un titre à Las Vegas d'ici 4-5 ans, quoi. Ouais, Tout va tellement vite en NFL que pourquoi pas. Je veux dire, il a même pas débuté sa saison qu'on va pas déjà dire qu'il fera rien et qu'il a aucune chance de gagner. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Il y a de quoi avoir des doutes parce que ces dernières saisons après le Super Bowl, il n'a rien gagné. Il a même un bilan négatif après avoir gagné son Super Bowl avec les Buccaneers. Maintenant, il peut changer, il a pu apprendre de ses erreurs, il est dans une franchise où il y a quelques bases, il y a des doutes, il y a des trucs positifs. Tu le disais, il gagne le Super Bowl avec les Buccaneers, 12 victoires et 4 défaites, titre dès la première année, et derrière, il fait 7-9, 5-11, 11-5, 4-12, 9-7, 9-7. Il gagne pas face aux Raiders en plus? Il gagne face aux Raiders, qui était son équipe d'avant, l'équipe qui l'employait juste avant. Après, je me rappelle, il y avait des histoires de rumeurs, de conspiration. Il avait fait aussi du avait bon fait taf du bon boulot, avec les Raiders, il passe pas grand chose. C'est lui qui coach le match de la Tuchel contre les Patriots. Tout à fait, il passe pas loin. Donc je pense qu'il y a des bons côtés. Ce qui est peut-être le plus gros doute, c'est ce contrat de 10 ans, 100 millions. Bon, ça paraît, même si à mon avis, les contrats, on n'a pas l'exactitude du contrat, mais tu dois toujours avoir un petit alinéa. Selon certains médias US, ce serait beaucoup d'argent sur la fin du contrat aussi. Voilà, donc potentiellement, ils peuvent l'éjecter au début du contrat éventuellement. Ce qui paraît logique, parce que si c'est vers la fin, si c'est 8e année, ça voudra dire qu'il a fait du bon taf, donc potentiellement qu'il mérite un bon salaire. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Et après, on rappelle que c'est un coach offensif, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ça fait quand même 10 piges qu'on l'a pas vu en NFL. Donc, c'est un coach offensif. Pas vu sur un bord de terrain. Pas vu sur un bord de terrain. On l'a vu aux commentaires, évidemment. Mais si je dis ça, c'est pas innocent. C'est pour Derek Carr, évidemment. L'enjeu, c'est quand même aussi ça. C'est de développer ce franchise quarterback, qui est en tout cas censé être leur franchise quarterback, qui a connu une année quand même un peu plus difficile après une année 2016 où il avait été très bon. Donc, ce sera l'enjeu principal aussi. On peut dire un mot d'ailleurs sur le fait qu'ils ont recruté, si je dis pas de bêtises, Paul Gunter, le coordinateur défensif des Bengals. Tout à fait. Ce qui n'est pas un mauvais choix.
Oui, la défense de Bengals, il y avait du matos et ça tournait plutôt bien ces dernières saisons, donc c'est pas. Il avait c'est pas un bien mauvais pris choix. la relève de Mike Zimmer. Ouais. C'est- Après, il aura du matos avec lequel travailler. Un Khalil Mack et Bruce Irvin, c'est un bon début. Oui, Après, oui, c'est oui, un c'est un bon début, début. mais Maintenant, après, il y a des falloir trous. renforcer, Il y c'est a ça des trous, l'idée évidemment. Deuxième embauche, celle-là, elle est toute fraîche. C'était lundi soir. Matt Nagy. Alors, je sais pas si on dit Nagy ou Nagy pour éviter Moi, je dirais Nagy. Bon, Pour justement faire plein de jeux de mots. Voilà, pour les jeux de mots, tout le monde veut prendre sa place, etc. Ça va être bien quand il sera en danger. Faudra pas celle-là, oublier les paroles. Voilà, ne pas oublier les paroles, etc. 39 ans, il est plus jeune, coordinateur offensif des Chiefs cette saison, élève d'Andy Reid depuis 2008. Il l'a suivi, il était d'abord à Philadelphie avec lui, il l'a suivi ensuite à Kansas City. Est-ce que c'est un très mauvais signe pour Jordan Howard? C'est ce qu'il va falloir voir, c'est que. Mitch Trubisky est content, il va lancer 50 ballons par match. Jordan Howard ne verra plus le ballon. C'est dommage parce que Il y avait du en a un talent. qui était le point fort et l'autre qui était le point faible. Visiblement, on a décidé de s'appuyer sur le point Il faut faible. espérer qu'il n'ait pas pris les défauts Je suis de méchant, je Andy plaisante. Reid. Et maintenant, c'est ce qu'on voulait. Enfin, on disait qu'il fallait un coach offensif à Chicago pour accompagner Trubisky. C'est le cas. Honnêtement, les Chiefs, leur attaque, les années précédentes, elle n'était pas flamboyante. Cette année, c'était mieux, mais c'était toujours régulier et plutôt bon. C'est pas un mauvais choix. Hein. Même maintenant, comme tu dis, il faut voir s'il n'a pas pris les défauts de son mentor. Il a fait du bon boulot au début de l'année. Il a fait du bon boulot. C'est toujours difficile de savoir chez les Chiefs, et notamment sous Andy Reid, à quel point Andy Reid contrôlait le game plan et les options d'appel. On sait qu'Andy Reid a laissé l'appel des jeux en fin de saison à Matt Nagy. Ça s'est pas forcément bien vu lors du dernier match où on a retrouvé ce côté. Oui, clairement. Ouais. Bon, on va y revenir de toute manière. Pourquoi pas c'est un pari intéressant. Après, moi, je reste toujours un peu mesuré sur l'idée de je prends un coach offensif pour développer mon jeune quarterback et du coup, je prends peut-être le risque de mettre un mec qui va tellement être concentré sur cet aspect-là qu'il va peut-être oublier le reste meneur d'homme parce qu'un head coach doit quand même être capable de mener, savoir parler à tout le monde et pas juste à son quarterback. Faut voir après, c'est toujours pareil, hein, il vient d'arriver, on va pas déjà. Bon, un petit mot sur les autres embauches. un nouveau GM aux Packers, très rapidement. Il s'appelle Brian Gutekunst. J'espère que je ne vais pas l'écorcher. J'ai lu un tweet qui disait que ça se prononce Gutekunst. Gutekunst, bon, Un donc, truc comme autant ça. pour moi. Il a dit, alors je le mentionne juste parce qu'il a dit, on va être plus agressif dans certains secteurs. Genre la free agency. Il a dit, ça peut servir la free agency. Écoute, hein, tant mieux. Non, alors, juste pour. Moi, j'ai lancé les Packers, pourquoi? Parce que j'adore la rumeur Vic Fangio. Je trouve que s'ils ont un GM qui est plus agressif et Vic Fangio pour la défense, Ouais, c'est peut intéressant. être sympa. C'est intéressant. Une Forcément. intersaison réussie. Voilà. Forcément. C'était juste pour dire ça que j'ai amené les Packers. C'est vrai. Et là, dans ce Bon, cas-là, on te suit. je peux supporter Mike McCarthy parce qu'ils ont entouré et éventuellement ça peut faire le boulot. quoi. On va voir. Voilà donc pour les actus chaudes, on rentre dans le vif des playoffs avec les matchs. Et on commence par la conférence NFC, messieurs. Saints 31, Panthers 26. Cam Newton a eu un drive de la victoire, mais il s'est soldé par un intentional grounding et un sac sur ses deux dernières tentatives. Est-ce qu'il a fait un bon match avant ça, Cam Newton, ou pas? Il est à 24 sur 40, 349 yards et 2 touchdowns. Sur les stats, c'est pas vilain. C'est pas vilain, mais ça. Mais je ne vous sens pas convaincu. En fait, non, on peut pas être convaincu quand on voit la manière dont ça se termine, parce que sur la fin, je trouve qu'il force beaucoup en essayant, sur ce dernier drive notamment, il essaye d'aller chercher un big play à la passe et tout, alors que ils auraient pu faire mieux que ça, et ils mettent beaucoup de temps à démarrer, ils marquent pas dans le premier quart-temps, pardon, les Saints s'envolent déjà rapidement au score, et quand tu es mené 21-9 à la mi-temps par les Saints, certes, tu limites le jeu au sol, mais tu es obligé de suivre Drew Brees, et lui, il s'est fait plaisir. Donc, non, je trouve pas que c'était un très bon match de Cam Newton. Je trouve son match un peu à l'image de sa feuille de stats, c'est qu'il y a eu du bon. Cam Newton par moment, ce drive pour le touchdown, juste après, d'ailleurs, qu'il revienne de sa possible commotion, bref, on sait pas trop. Derrière, il enchaîne, ça va au touchdown, le drive est mené vraiment très très bien. Mine de rien, même sur le dernier drive, ça se finit mal avec ses deux sacs, mais ils remontent très vite le terrain, parce qu'ils repartent quand même de leurs 20-30 yards, et ils arrivent très vite dans la red zone. Dans la red zone des Saints avant de reculer et tout ça. Et puis, effectivement, il y a eu ces petits défauts, ce intentional wounding qui est un peu dur, cela dit. Ouais. C'est pas le plus... Mais bon, bref. Et il y a eu des passes pas assez précises, trop hautes. Il n'est pas forcément non plus aidé par son casting de receveur qui, en dehors de Greg Olsen,
montre encore une fois de plus ses limites quand tu compares avec ce que par exemple fait Michael Thomas chez les Saints à côté, qui a Breeze a été bon, mais Michael Thomas en plus a fait des esquives, a cassé des plaquages. Bon voilà, il y avait un vrai écart à ce niveau-là. Il a pas forcément, et puis il a pas été très très bien aidé par son jeu au sol non plus, et on l'avait dit, c'est compliqué une fois qu'il a besoin d'avoir un bon jeu au sol pour s'en sortir un peu plus. Ça s'est vu encore une fois, et comme en plus quand lui il essayait de sortir de la poche, il avait tout de suite quelqu'un rapidement sur lui, donc il a été très vite limité au sol. C'était compliqué. Après, moi je le mettrais pas en premier responsable de cette défaite quand même. Mais, Alors, Drew Brees en face, 23 sur 33, 376 yards, 2 touchdowns, 1 interception, sachant que son jeu au sol a été limité à 45 yards. Il a montré à nouveau qu'il était quand même le patron, notamment de sa division, notamment même de la NFC, j'ai envie de dire, sur ce début de playoff. Pour prendre une expression qui pourrait être chère à notre camarade, il a montré à Cam Newton qui c'est Raoul. Oui. Tu devrais utiliser cette expression tout le temps. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop le réflexe. Mais c'est une des meilleures expressions du cinéma français. C'est vrai. Ouais, non, ça, je vais essayer. Écoute, je vais essayer. Non, mais t'as raison. De toute façon, et en fait, c'est là où les Saints ont été forts, c'est que je dis pas qu'on avait oublié Drew Brees cette saison, parce que c'est impossible de l'oublier, mais c'est vrai que leur jeu au sol est devenu un truc qui n'existait pas chez eux avant et qui fait qu'ils ont réussi aussi bien et qui fait qu'ils sont là en play-off et qu'ils ont ce titre de division. Et maintenant, le truc, c'est que même quand t'as plus le jeu au sol, il te reste Drew Brees. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut le suivre lui aussi. Et les Panthers n'avaient pas de quoi bloquer le jeu au sol. Ça, ils l'ont bien fait, on le savait, qu'avec les linebackers qu'ils ont, ils avaient de quoi faire. Mais derrière, tu l'as dit, il y a Michael Thomas qui fait un match énorme. Et tout simplement, il y avait pas de quoi suivre chez les Panthers. Même Ted Ginn Jr. fait un très gros match avec sa belle réception en profondeur. Comme Raoul l'a dit, vraiment, Brees a été... je pense qu'il a fait la prestation qu'il devait faire pour un peu rassurer certains qui pouvaient peut-être un peu inquiets du fait qu'il était un peu en retrait cette saison. Est-ce que c'était parce qu'il était diminué? Est-ce que là, il a pris les choses en main, ça a avancé. Ça doit faire peur aux équipes derrière, parce que quand le jeu au sol est bloqué, Drew Brees assure. C'est vraiment une prestation aboutie des Saints, j'ai trouvé, offensivement nettement, et en défense ça craque un peu en fin de match, mais sur 3 quarts-temps la prestation défensive est vraiment de bonne qualité aussi. La stat, c'est probablement ça, ils ont limité les Panthers à 1 sur 4 dans la red zone. Et au final, quand tu marques des field goals à la place des touchdowns en playoff... Les Panthers font une très bonne deuxième mi-temps, mais n'arrivent pas à conclure. C'est même le deuxième quart-temps, ils arrivent en red zone à chaque fois, ils mettent 3 field goals. En plus, ils ratent le premier field goal qui a même pas 25 yards. Enfin voilà, c'est ça aussi, c'est que les Panthers ont jamais réussi à conclure leur drive qui commençait bien. Et arrivé au bout, ça patine, l'espace se resserrant, vu que t'as pas la même profondeur pour lancer, t'as moins de choix, et puis voilà, ils se sont fait contrer là-dessus. Alors qu'est-ce qui manque? On va faire un petit examen de passage à chaque fois qu'une équipe est éliminée. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Carolina? Quelles vont être les priorités? Jeu au sol. Je pense jeu au sol. Peut-être des receveurs quand même, non? Mais après, tu vois, McCaffrey est capable d'apporter beaucoup à la réception. Là, il est mais c'est un John Lewis. Il sort trop du backfield. C'est un Woodhead, quoi. Plus receveur que coureur, quoi. Mais c'est quand même souvent, il est aligné limite en sortie de backfield. Enfin, moi, je trouve qu'il leur manque quand même un receveur qui prend sa moitié de terrain et tu lui balances de son côté, il va faire la différence. McCaffrey a besoin que la défense adverse soit concentrée. Enfin, c'est un plus petit gabarit qu'un vrai receveur. C'est Mittelson, le vrai receveur, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais Olsen est encore très bon sur une jambe. Il fait un sacré match. À la manière de Gronk, qui est le receveur numéro 1 du fait des Patriots. Mais après, ça manque quand même de qualité. C'est ça. Les Patriots, autour, ils ont quand même Edelman quand il est là, Amendola, etc. Là, il n'y a quand même pas grand-chose. Il y a Devin Funchess, mais qui se fait mal en plus en début de match. Ouais, exactement. Donc, il leur manque après ça, quoi. Avec sa pauvre cheville qui a cédé. Il manque ça. Kyle Clay réussit un truc bien, mais il drop aussi. Donc, parce qu'après, il leur manque pas non plus énormément de choses. Ils ne seraient pas à ce niveau-là de la compétition sinon. On n'est pas dans le grand bilan façon Brands ou autre de fin d'année. Mais peut-être ils n'arrivent pas quand même à remplacer Josh Norman et avoir un vrai shotgun corner. C'est un peu plus compliqué de ce niveau-là et on l'a vu. Michael Thomas s'est régalé et Ted Ginn Jr. aussi. Donc renforcer un peu le backfield défensif parce que le front 7, il n'y a pas besoin d'y toucher. Je veux dire, il est chargé comme il faut. La ligne offensive s'est plutôt bien débrouillée quand même. Ouais, moi je verrais. 4 sacs sur ce match, dont les 2 à la fin. Ouais, mais. Ça va vite avec Brees. Oui. 4 sacs, ils prennent 4 sacs. Ah, pardon, ils prennent 4 sacs. Ils prennent 4 sacs, mais
sur une 4-23 où t'envoies un blitz, t'en as un comme ça. Enfin. Bon, après, cette équipe, elle est aussi conditionnée sur Newton. Il y a un moment où il va falloir qu'il montre une certaine régularité. Il l'a pas eu cette année. Donc non. Bon, les Saints, en tout cas, on l'a dit, c'est quand même assez convaincant. C'est d'autant plus rassurant qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir 100 ou 150 yards de sol. Donc, s'ils les ont au prochain tour ou au tour d'après. Par contre, il va quand même falloir surveiller. Ils perdent sur ce match Andrew Speed, leur lineman offensif, qui était très très bon pour ouvrir des brèches au niveau du jeu de course. Ils le perdent là sur ce match, c'est compliqué. Et va falloir faire attention parce que j'ai trouvé qu'ils ont pris très cher face à Greg Olsen qui était sur une jambe. Kyle Rudolph du côté des Vikings n'est pas un manche non plus. Faudra faire attention peut-être à ça peut on en reparlera plus tard mais ça va devenir une clé quand même dans la NFL de savoir défendre les tight ends. Ouais, il y a un moment il va te falloir un safety ou un linebacker qui est capable de suivre. Les Rams 13, Falcons 26, c'était le deuxième match dans la NFC, match maîtrisé par Atlanta. On a envie de dire qu'on n'est pas forcément surpris sur ce plateau vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens. Alors Raphaël l'a pronostiqué directement, donc ça lui a permis de repasser devant dans les pronostics. On en reparlera jeudi au niveau des scores, mais c'est vrai qu'on n'était non plus pas surpris. On n'avait pas tous pronostiqué les Rams avec 100% de sûreté, et c'est vrai qu'on avait dit que les Falcons étaient l'équipe la plus expérimentée et ils l'ont montré, c'est-à-dire que ils ont maîtrisé avec 22 minutes seulement de possession pour les Rams et Atlanta a mis la main dessus. Ils ont retrouvé leur jeu au sol, notamment Atlanta avec 106 yards cumulés pour Tevin Coleman et Devonta Freeman, donc ils sont redevenus un peu le duo, même si les stats sont pas monstrueuses, mais ils sont redevenus le duo qui a imprimé un peu de rythme, et puis leur défense a été là comme il fallait. Alors les stats notables, on va dire, pour cette défense, c'est 1 sur 4 pour les Rams en zone rouge, 0 sur 2 dans les situations goal to go, donc pour marquer le touchdown, et donc 22 minutes seulement de possession. Ouais. Et moi je trouve que l'erreur de jeunesse entre guillemets, elle se voit aussi, l'inexpérience en tout cas, elle se voit aussi dans les 2 turnovers des équipes spéciales. Ouais. C'est-à-dire que normalement c'est des phases de jeu que tu es censé maîtriser, que tu fasses une erreur dans un match, ça peut arriver. 2, à ce niveau-là de la compétition, c'est du stress, et enfin j'ai l'impression, vu de l'extérieur ça a l'air d'être du stress, et je pense que ça se joue aussi sur des trucs comme ça parce que les stats des Rams elles sont pas dégoûtantes, mais tu l'as dit, pas de possession et des turnovers un peu idiots comme ça, c'est l'inexpérience. Ouais, moi je suis pas surpris. On avait vu, j'en avais parlé notamment que la défense des Falcons avait eu tendance cette saison à prendre beaucoup de yards mais à bloquer quand il fallait en red zone. Ça s'est encore vu sur ce match, notamment avec Deion Jones qui empêche un touchdown en tapant dans la balle des Rams. Deion Jones qui fait encore un gros match dans le style clutch. Il commence de plus en plus, ça m'a rappelé un peu ce qu'un Hightower chez les Pats est capable de faire, sortir 2-3 grosses actions clés par match pour faire la différence. Donc ça, et c'est le genre de joueur important pour gagner clairement. Et derrière ça, t'as une équipe des Rams, des Falcons qui, comme tu l'as dit, le jeu au sol est très limité en termes de yards par portée. Ils sont à, je crois, 3,2 de moyenne ou 3,7, ce qui n'est pas fantastique. Mais par contre, ça mange le chrono. Matt Ryan fait les passes qu'il fallait au moment où il fallait. Ce qui est peut-être, s'il y a un truc à reprocher aux Falcons sur ce match, c'est finalement qu'eux aussi ne sont pas très décisifs en red zone, en attaque. En tout cas, il y a eu de mémoire 4 field goals de Matt Bryant. Ouais. De mémoire. Donc c'est quand même 4 fois où l'attaque n'a pas su vraiment concrétiser, aller au bout. Il faudra faire attention parce que ça peut à un moment ou un autre reposer au score. Mais c'était suffisant pour battre une équipe des Rams qui a été dépassée en termes de coaching, qui a été dépassée, je pense peut-être aussi en termes d'intensité. Ils ont peut-être pas été souvent tapés comme ça cette saison. On a vu Jared Goff moins performant, un Todd Gurley qui a eu beaucoup plus de mal à casser les plaquages qu'en saison régulière. Même s'il gagne 101 yards. Ouais, il gagne 101 yards, mais il est... Mais qu'en 14 courses, parce que comme ils sont loin, enfin ils sont derrière au score, Goff est obligé de lancer beaucoup, puisqu'ils ont très peu de temps. Donc ils sont obligés de lancer à chaque fois. Il y a une ou deux courses qui arrivent quand même un peu tardivement en fin de match, quand tu sens que les Falcons sont quand même... Parce qu'au final, les Rams, moi, ne m'ont jamais donné la sensation de pouvoir gagner ce match. Ils ont jamais été devant. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort au niveau des Falcons, c'est que j'ai toujours senti les Falcons maîtriser ce match et pas être spécialement inquiétés.
ce qui n'était pas forcément attendu non plus à ce point-là, quoi. Et après, bon. Non, mais c'est vrai que c'est un match maîtrisé, comme tu l'as dit. Après, pour les Rams, c'est un surplus d'expérience. On l'avait dit, c'est très, 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 très rare d'aller au bout dès la première fois. Donc, ils vont apprendre de ça, évidemment. Ils seront peut-être de retour l'année prochaine. On peut rien dire, évidemment, en NFL. Ouais. Mais ils seront peut-être. En tout cas, ils ont quand même le bilan pour cette équipe. Encore une fois, le petit bilan de sortie, c'est quand même ultra positif. Personne ne les attendait là, de toute façon. Ah non, c'est sûr. Donc, maintenant, ils sont installés à Los Angeles. Ça fait pas forcément venir le public, visiblement, même s'ils ont des bons résultats. Mais en tout cas, rempli là, non je crois, j'avais cru lire qu'ils avaient un peu de mal à remplir. 74 000 billets vendus, alors je sais pas combien fait le Coliseum. Mais... En tout cas, en termes de jeu, ils sont installés, ils ont trouvé un coach, ils ont trouvé, pour l'instant, il n'y a pas d'incertitude sur le quarterback cette année en rentrant dans la saison. Enfin, ils vont avoir une intersaison complète, sereine, parce que l'intersaison d'avant, c'était le déménagement, l'intersaison cette année, c'était l'arrivée de Sean McVay. Là, ils vont être au même endroit, avec le même coach, avec le même quarterback, le même coureur, le même coordinateur défensif. Il y a un truc qui va quand même se mettre en place, donc dans les faits, c'est hyper positif. Qu'est-ce que vous rajouteriez-vous à ces Rams ? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à leur rajouter. L'expérience, ils viennent de l'avoir. Peut-être un peu... Ils ont 5 All-Pro, 4 ou 5 All-Pro en plus. Alors le All-Pro, je sais plus, mais Pro Bowler... je crois que c'est l'équipe la plus représentée. Peut-être... un peu en défense... ça paraît dur à dire, mais un peu en défense, peut-être. Dans le backfield défensif, encore. Voire poste de linebacker. Moi, je suis un peu moins convaincu par leur linebacker. Sur la ligne, il y a du monde. C'est du travail. Drafter peut-être quelques linemen offensifs quand même, parce que Whitworth, ça a été un bon soutien, mais il est en âge effectivement, un peu plus élevé. Ouais, c'est ça. Mais et puis oui, au niveau des receveurs, ils ont fait le plein cette année. Il n'y a plus qu'à y Robert Woods, ce sera un sacré match. Il y a Woods, il y a Watkins, il y a encore un espoir de le développer. Il y a du monde. Peut-être un bon tight end d'ailleurs. On parlait de la domination des tight ends. Tyler Higbee, à la limite, tu dois aller en chercher. Ça peut être pas mal. Pas mal. Et les Falcons, on les verra donc au tour suivant. On n'a pas précisé les adversaires, mais donc les Saints vont se déplacer dans le Minnesota et les Falcons vont se déplacer à Philadelphie. Et Philadelphie sera encore outsider, je crois. Enfin, sera outsider si j'ai bien vu sur les en termes de cote. Paris. Donc les Falcons, mine de rien, ils ont fait une saison très très qualifiés de difficile, mais au final ils sont là et ils vont peut-être être en finale NFC. Ils sont là après le gros traumatisme de l'an dernier, ce qui n'était pas évident. Regardez les Panthers il y a 2 ans qui ratent les playoffs l'année d'après, c'est pas... Donc s'ils sont en finale NFC pour défendre leur titre, c'est quand même déjà une belle histoire. Il faut d'abord passer Philadelphie. Il faut passer. On en reparlera évidemment. Philadelphie, et puis en finale de conférence ce sera pas le même niveau, je pense. Ça peut être une très belle finale. Moi, j'avoue que je pense que ça va être une belle finale. J'aurais un petit fait pour une finale de conf rivalité de division Saints-Falcons. Ça aurait de. J'espère voir les Vikings à domicile. Tout me convient. Allez, on passe à la conférence AFC. La conférence AFC avec le premier match, c'était celui de 22h. C'était le premier match du week-end. Les Chiefs-Titans. 21-22 pour les Titans. L'exploit de la semaine, 18 points d'avance pour les Chiefs à la pause. Je crois qu'il était à peu près du coup minuit à ce moment-là. Ouais. On commençait tous à se dire, est-ce qu'on va se coucher ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on fait une partie dans des débats philosophiques Ah oui, c'est vrai qu'on en était dans notre débat. Est-ce qu'il vaut mieux avoir la calvitie ou du bide ? C'était un peu ça dans la rédaction à ce moment-là. Et puis, plus rien côté Chiefs, plus de courses, plus de réussite. Et en face, Marcus Mariota, Derrick Henry qui ont remonté les choses et qui sont allés arracher ce match. La première question, c'est est-ce que c'est la sortie de Travis Kelce qui les achève ou alors ils pouvaient s'en sortir autrement ? Forcément, ça a un impact. On voit l'importance de Travis Kelce dans les schémas offensifs des Chiefs, que ce soit sur des play-action, tout ça. Il attire du monde, il concentre l'attention de linebacker et de safety en même temps pour le couvrir. Enfin bref, ça a forcément un impact et à chaque fois qu'il sort dans un match, les chiffres des Chiefs s'en ressentent. Maintenant, en théorie, avec plus 18, Tyreek Hill, Kareem Hunt, Alex Smith qui fait un bon match, on va en reparler, mais qui fait quand même un match pas dégoûtant. Ah oui. Il part sur des bases assez énormes. En théorie,
ça doit pas justifier la défaite. Il y a eu plein d'autres éléments, ça en fait partie, hein, mais à mon sens, ça légitime pas. En tout cas, tu peux pas dire il y avait plus Kelsey, alors c'est normal qu'on perde. Je suis d'accord. De toute façon, le problème, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le play call offensif de pas donner le ballon à Kareem Hunt. Alors que t'es en avance, le but du jeu c'est de gagner du temps. T'as un coureur qui est bon et qui certes a eu une deuxième partie de saison moins flamboyante, mais quand même 11 ballons, et si je me trompe 42 pas, yards. il a que 3 portées en deuxième mi-temps, si je me trompe pas. C'est pas 9 à la mi-temps. Tu mets un doute, moi j'aurais dit 7 à partir du moment où il mène de 18 points ou un truc comme ça. Enfin, toujours est-il qu'il doit avoir beaucoup plus de ballons que ça. Voilà. Et que à aucun. Enfin, je comprends pas ce play call de Andy Reid ou de Matt Nagy, je sais pas lequel l'appelait. Je pense que vu le truc, c'est plutôt du Andy Reid dans le style. Et c'est incroyable de pas, de même pas y penser, quoi. Même si c'est un mauvais coureur. L'excuse officielle d'Andy Reid, juste pour dire, parce qu'il s'est exprimé un peu depuis, c'était de dire il y avait beaucoup de trucs avec des options et à chaque fois, ce qu'il nous présentait, ça appelait une passe plutôt qu'une course. Voilà. Du coup, ça veut dire si c'est ça, il s'est fait complètement battre en coaching par Dick LeBeau qui l'a forcé à surjouer la passe. Ce qu'on avait dit d'ailleurs, qui était Andy Reid, c'est que les Chiefs surjouent la passe. Même si ça c'est bien, en termes, il n'y a pas eu de turnover lié à ça, mais ils ont surjoué la passe, ils n'ont pas mangé le chrono. Et dans ce cas-là, ça veut dire que Dick LeBeau a complètement ensorcelé Andy Reid en le forçant à chaque fois à jouer la passe. Donc quoi qu'il arrive, Andy Reid est pas bon à pas avoir su trouver la solution. Après, que Andy Reid se fasse dépasser dans le coaching par Dick LeBeau, est-ce que c'est vraiment la plus grosse surprise de ces playoffs ? Non, c'est pas le truc le plus incroyable, on est d'accord. Après, c'est encore une fois, c'est vrai qu'on pouvait rigoler de ça, c'est que Andy Reid était un peu la caricature de lui-même, encore une fois. On s'en moquait avant, c'est dingue, c'était limite une blague. Non, c'est la vérité. Après, ils sont pas aidés par une ou deux décisions arbitrales qui sont très limites en termes de fumble, notamment celui de Mariota sur soi-disant un forward progress. Derrière les Titans mettre 3 points et tout, celui-là il est quand même, c'est un petit peu un tournant. C'est bien fait pour les Chiefs de perdre comme ça parce que ça apprendra plus Andy Reid, je crois, malheureusement, mais non, il n'apprendra plus rien à ce niveau-là. Et disons que ils ont raté un field goal aussi, qui frappe le poteau, c'est vrai, qui leur coûte très cher. L'arbitrage n'a pas été bon. Alors la passe de Marcus Mariota pour lui-même, ça c'est génial. C'est le touchdown qui relance les Titans quand même dans le troisième quart-temps, et c'est quand même une des actions les plus folles de l'année. C'est le symbole de la réussite de ces Chiefs, de ces Titans en fait. Finalement, ils l'ont provoqué cette remontée. Ils se sont pas juste appuyés sur les erreurs de coaching d'Andy Reid. Il y a qu'un truc, il fallait limite un truc un peu surnaturel pour les relancer avec autant de retard. Voilà, un truc comme ça. C'est pas forcément, c'est de la chance, il en faut. Tu la provoques. C'est presque même plus à l'image en fait pour le moment de la carrière de Mariota en NFL. C'est que c'est un peu laborieux, c'est pas forcément ce qui marche le plus, mais il travaille, il s'accroche, il essaye, et ça finit. Il parle pas, il fait son taf. Parce qu'on aime bien le comparer, mais je pense qu'un certain Jameis Winston aurait regardé la balle s'envoler et serait resté à sa place. Et voilà, Mariota s'accroche. Je pense qu'il aurait sauté vers l'avant et qu'il l'aurait rejeté en l'air comme ça. Quelqu'un l'attrape sans réfléchir. Mariota a le mérite de vraiment s'accrocher, et parce que moi je trouve qu'il est pas très bien coaché pour le coup. Le play call des Titans, c'est quand même d'une pauvreté. Je trouve que en fait, les moments où il est le meilleur, c'est quand des fois les actions tombaient à l'eau et qu'il devait improviser. Il improvise. Non, mais effectivement, c'est pas faux. Et c'est là que tu voyais le Mariota que tu avais vu un peu à Oregon et que tu te dis, en effet, s'il avait un staff qui s'appuyait un peu plus, parce que dans les faits, il a quand même des jambes et ce serait bête de ne pas les utiliser. Donc, pourquoi pas utiliser ça plus et en un sens, ça ouvrirait aussi peut-être un peu plus le jeu de passe pour lui. Donc, tout à fait. À la Newton à Carolina, comme on sait qu'il va courir, on s'adapte. Donc on a eu des aperçus en fait de ce que pourrait faire Mariota quasiment par hasard en fait, quasiment quand c'est pas prévu. Donc et après on a eu un aperçu même du total, et tu parlais de l'exemple Newton à Carolina, c'est presque ça, parce que quand Derrick Henry met 156 yards à côté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une menace au sol avec Henry, lui il peut courir aussi, enfin il pourrait faire un truc vraiment comme ça un peu non, parce que en plus le casting autour de lui il a une très bonne ligne offensive, il a un jeune bon coureur, il a Delanie Walker en tight end qui est quand même top. Allez, 5 de la ligue, top 5, un des plus sous-cotés, même sans aucun doute. Oui. C'est un peu encore faible, Richard Matthews, mais il y a quand même des armes et il peut faire mieux. Il manque vraiment ce côté créatif qu'il faudrait faire venir.
C'est pas Mike Mularkey qui va l'apporter le côté créatif. C'est dans le coaching en effet. Mais ouais, moi je trouve que c'est ça. Il manque un petit côté coaching. Et c'est dommage parce que pour le coup, le côté coaching, il est en défense parce que Dick LeBeau fait vraiment un beau taf avec cette défense. Durell Casey sur la ligne défensive est énorme. Kevin Bryard a complètement explosé cette saison. Commence à y avoir quelques joueurs qui émergent comme ça. Ils font quand même. Le play calling des Chiefs est pas très bon en deuxième mi-temps, mais la défense, faut quand même les arrêter. Il y a un moment les actions. Donc eux font vraiment un sacré taf. Et tu dis qu'ils sont peut-être à juste une question de coaching, de pouvoir être mais alors, une équipe en play-off un peu moins limitée. Tu vois, moi du coup je suis partagé sur cette victoire parce que elle est forcément positive, c'est une victoire. Et je pense qu'elle aura montré le socle qu'il pouvait avoir avec Mariota et Derrick Henry, qui est quand même un ancien vainqueur du Iceman, qui est un coureur puissant et qui a quelque chose. Et qui gagne sa place de titulaire facile. Et ça leur fait forcément du bien pour la suite, pour le mental. Ils sont jeunes, ils ont gagné un match de playoff, etc. Donc ça, c'est top pour eux. Mais en effet, si une défaite avait permis de faire sauter Mike Mularkey et éventuellement de chercher un coach avec un esprit offensif plus adapté à Mariota, ou en tout cas plus intelligent et créatif pour Mariota, ça aurait pas été un mal non plus. Non, après, est-ce que le problème finalement c'est... Enfin, moi je suis clairement pas un fan de Mike Mularkey, mais il a l'air quand même de a priori tenir son vestiaire. Oui. Alors du coup, peut-être que la solution c'est vraiment trouver le coordinateur offensif et lui déléguer ça. Et t'as des coachs qui sont capables de... Et de toute façon... Parce que tu sais, en fait, pourquoi moi je dis ça, que c'est positif et négatif en même temps, c'est que ça me rappelle une situation, alors je suis désolé, c'est du basket, en l'occurrence c'est pas de la NFL, mais ça me fait penser un peu aux Golden State Warriors quand ils avaient Mark Jackson comme coach, qui était avant Steve Kerr, où c'était une très bonne équipe qui montait en puissance, on disait que c'était plein de jeunes, etc. Ils étaient sortis au premier ou deuxième tour des playoffs. À la surprise générale quasiment, ou en tout cas c'était pas forcément attendu, ils virent Jackson, ils prennent Steve Kerr parce qu'ils disent Kerr va nous faire passer le palier le dernier. Et on se contente pas d'être en playoff, Kerr va nous faire monter au-dessus. Et je pense que les Titans, je dis pas qu'ils ont un potentiel de Super Bowl. Ils sont peut-être pas encore là. Voilà. Mais ça commencera par là. C'est hyper dur et je pense que c'est quasiment jamais vu en NFL une équipe qui a le courage de dire on est en playoff, mais le mec il peut pas. Il y a ce plafond qui est au-dessus de lui, il peut pas. Donc voilà. Et je pense qu'une défaite de Mularkey leur aurait peut-être permis de dire là, ok, c'est le moment, on passe la vitesse supérieure parce qu'on a les bases. Après, encore une fois, je pense pas qu'il soit Super Bowl ready ou voilà. Mais tu franchis un cap. Voilà. Je suis assez d'accord. Ouais, mais quand tu vois le nombre de franchises qui arrivent déjà pas à le faire avec le quarterback, voilà. machin, après c'est hyper courageux et difficile à prendre comme décision, j'en conviens. Et je dis les Warriors parce qu'il n'y a pas 150 exemples aussi. Non, Donc, et voilà, après c'est exceptionnel. Il y a toujours la question de qui tu remplaces. Quand tu vires un coach qui tient son... Après, tu vois, c'est un peu ce qu'ont fait les Raiders à l'instant. C'est-à-dire que même s'ils sont pas allés en playoff, ils sont persuadés de tenir un truc, ils étaient quand même en playoff en dernier, etc. Et ils ont dit Del Rio, on a l'opportunité d'avoir Gruden, on fout Del Rio dehors. Tant pis, Del Rio il est bon et tout ça, mais Gruden, pour eux en tout cas, c'est le calibre. Là, tu peux aussi avoir le problème d'une franchise comme Tennessee qui peut manquer d'attractivité pour certains grands coachs. Ça, c'est autre chose, ouais. Il y a des histoires de marché aussi. Évidemment. Malheureusement. Ouais, mais attends, avec l'équipe qu'ils ont, ils peuvent attirer un mec sympa quand même, au-delà du marché. Tu mets les sous sur la table. On sait qu'il y a des coachs qui veulent pas spécialement coacher certaines franchises, qui se voient. Enfin. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, je t'ai dit, moi, c'était plus pour cet esprit-là. Et à la limite, je respecte ce que les Raiders ont fait, même si je suis pas persuadé qu'au Gruden et tout ça, mais je respecte cette conviction qu'ils ont eu de dire Del Rio, c'est bien, mais c'est pas top, en grosso modo. Avec Gruden, on est persuadé qu'on peut le faire. On met le truc sur la table. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé pour les Titans, mais après, comme tu dis, il faut aussi trouver le mec dont tu es sûr qui va permettre ce palier suivant. Tu fais un pari comme ça et que tu le rates, tu passes vraiment pour un tocard. Voilà, il ne faut pas virer le mec pour le virer et voir après. Il faut avoir une idée derrière la tête. Là, il ne l'avait pas, donc voilà. Jaguars 10, Bills 3. On n'a pas parlé des Chiefs du coup. Pardon, excusez-moi, le bilan de fin de saison. Ouais, le bilan de fin de saison. On change quoi chez les Chiefs sachant qu'on ne va pas partir dans les conjectures, Andy Reid restera. Oui, Andy Reid va rester. Smith, c'est pas certain. Il y a quand même beaucoup de rumeurs de trade. Et dans les starting blocks. C'est quand même super dur pour un mec qui a la meilleure évaluation de l'année quand même. Ouais, c'est chaud. Mais c'est. Oui, mais tu vois, tellement pas. C'est ce que tu disais aussi, c'est que est-ce qu'Alex Smith le virer, c'est pas passer un cap? Parce que est-ce que tu vas plus loin avec lui? Là, je sais pas pour le coup. Franchement, cette saison, je sais pas. Je pense qu'en étant bien coaché, ça passait au-dessus. Hein, et sachant que franchement, on n'avait jamais été les derniers, moi en particulier, pour taper sur Alex Smith.
Là, honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Ouais, là, sur ce match-là, moi, franchement. Sur le dernier drive, sa troisième tentative n'est pas très belle. Le mec, on lui a dit que c'était un petit bras pendant 10 ans. Là, il est le meilleur sur les passes de plus de 20 yards. On a mis l'article sur le site aujourd'hui. Et il fait un début de match d'enfer où il arrose dans tous les sens, mais en bien. Non, moi, je vois pas. Si les Chiefs veulent vraiment s'en débarrasser. Il y aura des équipes qui vont avoir beaucoup de chances de le récupérer parce que s'ils tombent sur un projet qui est en bonne voie, alors regardez vers Jacksonville ou regardez à Denver ou quoi que ce soit. Ah oui, non, il y aura preneur sans aucun doute chez Giants. Je sais pas il a quoi, 33, 34. Ouais. Tu veux que je regarde je rajouterais peut-être quand même chez les Chiefs. J'ai trouvé que cette année ils ont vraiment souffert au niveau du pass rush. C'est vrai. Alors c'était une de leurs forces les années avant. Ouais, mais depuis qu'ils ont perdu. Ça a souffert quoi. C'est Tamba Ali qui est parti. Tamba Ali. Non, c'est Don Taripo. Oui, Don Taripo est parti, mais il y a eu des blessures aussi. Ouais, non mais il y a eu de l'âge, il y a eu plein de choses. Mais il manque, je trouve, une capacité à vraiment faire la différence sur le pass rush et ce backfield défensif je pose question. Je sais pas ça. Après ils ont joué sans Eric Berry. Ils ont joué sans Eric Berry, mais tu vois, Marcus Peters, il est dans un même match, il est trop sur courant alternatif quoi. Il faut qu'il se plus stable, lui c'est sûr. Mais il peut être hyper bon lui. Du coup, je pense qu'il y a quand même du travail en défense et puis. C'est vrai que la défense, même statistiquement, elle était très basse cette année. On dirait, mais bon, Et en tout cas, ils vont changer de coordinateur offensif. À chaque fois, j'ai envie de croire qu'il va changer d'état d'esprit en playoff et à chaque fois, ça. En tout cas, c'est nouveau coordinateur offensif puisque Nagy est parti à Chicago. Voilà. J'attendais celle-là. N'oubliez pas qu'il est parti. Donc, alors juste en un mot, Alex Smith, vous faites quoi? Vous êtes les dirigeants, il lui reste une année de contrat. Bon, tu le gardes, au pire, tu essaies de l'échanger. Tu peux en tirer quelque chose. Et puis sinon, tu le gardes. Hein, Pour une fois, je serais frileux et je le garderai aussi. Après, si une équipe vient te réclamer et que tu sens que Mahomes est ready, après, s'il y a une rançon énorme. Ça dépend. Oui, c'est ça. dépend Tu ce qu'on est vas pas refuser un truc. Si t'arrives à arnaquer une équipe pour un premier tour ou je sais pas quoi. Premier tour, tu prends parce qu'il a 33 ans, je viens de regarder. Ah ouais, c'est pour ça. Ce qui n'est pas du tout un âge. Demain, les Browns viennent en me disant je te donne mon premier choix et mon quatrième, je leur fais. Premier 4, je lui donne 3 joueurs avec, un carton d'autocollant, enfin tout ce qu'ils veulent. 1 et 4, les mecs ont quand même pété un plomb. Une année de café, enfin tout ce qu'ils veulent. On parle de Cleveland. Sachant que s'ils ont déjà Mahomes, le premier, ils le rééchangent derrière contre une volée de piques pour un mec qui veut un quarterback. T'imagines, tu fais de la folie là. Ça serait incroyable. On dirait qu'il est au casino quoi. Et tu le refiles aux Browns pour qu'il puisse reprendre un jeune quarterback derrière Alex Smith. Contre le 3e, 4e et 5e tour. Tu fais que trade down jusqu'à ce que les Browns trade up à nouveau pour récupérer un quarterback. C'est même dans draft day, c'est pas possible. Ce serait incroyable. Bon, on passe donc aux Jaguars Bills. Je sais que vous retardiez l'échéance exprès. Jaguars 10, Bills 3, 8 punts pour les Bills, 9 pour les Jaguars. Et oui, il y a donc les Jaguars, les Bills ont fait 5 punts de plus que le nombre de points qu'ils ont marqués. Et les Jaguars seulement un punt de moins que le nombre de points qu'ils ont marqués. Voilà. Donc il y a eu plus de punts que de points dans ce match. Oui, il y en a eu 17. Le touchdown des Jaguars a été marqué dans le 3e quart-temps. Ça a été quand même assez galère à suivre si vous n'étiez pas fan des Jaguars. Sinon, alors la première question, comment ils font pour aller plus loin avec Blake Bortles? 88 yards au sol, 87 dans les airs. C'est délirant comme stat. Ils font pas grand chose à part. Ils vont pas pouvoir aller plus loin, sauf énorme match de Leonard Fournette, ce qui n'a pas été le cas là, mais besoin qu'ils sortent un grand match, ou alors match encore plus énorme de sa défense. Mais il y a un moment où les mecs vont pas pouvoir faire beaucoup plus quand même, parce qu'ils sont déjà à un niveau d'efficacité défensive qui est incroyable, qui est bon. Non, malheureusement, je pense qu'ils vont être limités après. C'est les limites, J'espère qu'ils sont pas assez dingues pour considérer, parce que j'ai vu passer avant le match. Apparemment, c'est Sadiq Khan, le proprio, qui veut vraiment. C'est une sorte de rumeur. Mais il serait toujours confiant sur lui en interne. Il serait encore plus chaud qu'on le laisse penser. Le proprio, notamment, serait vraiment. Il est malade. Sadiq Khan, là. Comment on peut pas voir ça? Je sais pas.
Je sais pas, peut-être qu'il est sympa et que du coup ils veulent pas le. Non mais alors attends, d'ailleurs il y a eu plusieurs commentaires sur le site et j'étais pas tout à fait en désaccord avec ça, donc j'étais même plutôt d'accord, de gens qui disaient en plus non seulement il est mauvais mais il a toujours ce sort de petit sourire en coin, et c'est vrai que à la fin du match le mec gazait, je sais plus s'il y avait une interception ou quoi, mais gars reste tranquille, t'es à 87 yards dans les airs, calme-toi quoi, c'est pas à cause de toi qui gagne hein. Tu sais que ça m'a fait penser que c'était un des gages du petit gronk qui illustrait qu'on avait fait si le quarterback finit plus de yards au sol que à la course, que à la passe. Mais c'était une blague normalement. Après, encore une fois, comme on avait dit, il est intéressant quand il peut un peu courir au niveau du game. Très bien, mais... Ah oui, mais il faut savoir lancer aussi un moment. Ou alors il joue que en Wildcat. Voilà. Non, mais c'est délirant. Enfin, je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre à quel moment. Alors, sans être dans la polémique ou quoi que ce soit, mais on est d'accord. Excusez-moi, mais je préfère avoir Colin Kaepernick sur le terrain aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je suis les Jaguars. Ouais, alors Colin Kaepernick, il y a un moment où je pense que 2 ans sans jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il l'avait signé en cours de saison ou au début de la saison, etc. Désolé, mais il joue mieux que ça. Il joue mieux que ça, je suis désolé. Il joue mieux que avec le matos qu'il y a, il joue mieux que 80. Il y a des receveurs en plus du côté de Jacksonville, on le sait, on les a vus les années précédentes. Parfois, il y a des monde du coup, mais ils sont blessés. Non, mais tu vois, il y a des rookies qui ont sorti des gros matchs pendant la saison. Ouais, les 2 matchs où Bortles a flambé. C'est ça. Oui, mais ça veut dire que si t'as un quarterback qui lance bien, t'as du matos en réception. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais, non, mais du coup, c'est pas des top receveurs quoi. Encore une fois, Kaepernick il vaut plus que 87 yards dans les airs. Je suis désolé. Ouais, sans doute. Bortles ça passe sa place aujourd'hui en tant que titulaire. Il y a 2 ans sur le terrain, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il donnerait ? Non, mais c'est vraiment maintenant c'est trop tard, je pense. Encore une fois, c'était pas pour rentrer dans la polémique, mais c'est juste pour dire qu'on a atteint un niveau où il s'accroche à Bortles au point que, genre, je préférerais presque tester un mec qui est pas là depuis 6 mois, non. Donc là, c'est quand même. Je préférerais surtout préparer ma mallette de billets, mais. Non, mais alors là, par contre, on parlait d'Alex Smith, on reparlera de Kirk Cousins, Eli Manning. Eli Manning, c'est un échange plutôt, par contre. Ouais. Mais Smith et Cousins, si t'arrives à attraper un des deux. Tous les jours. Ils sont à 2 sur 12 sur 3e tentative et 230 yards au total, donc dans cette victoire, les Jaguars. Voilà, juste pour préciser. Non, mais les stats, offensivement, c'est des 2 équipes de toute manière. Offensivement, c'est des prestations catastrophiques. Après, c'est l'avantage, du coup, c'est 2 équipes qui ont des bonnes défenses et qui savent sur quoi bâtir dans les années à venir. Au moins, c'est bien. Ce genre de match, ça te donne des certitudes sur une partie de ton équipe. Paradoxalement, les Bills sont mieux armés en attaque que les Jaguars aujourd'hui, j'ai l'impression. Ils ont le Sean McCoy, Tyrod Taylor est un peu meilleur, mais est-ce qu'il est pas aussi, je compare par rapport aux deux. Tyrod Taylor, c'est pas top 10 NFL, mais est-ce qu'il lui aussi est un peu limité, quoi. C'est pareil, les Bills malheureusement. Après niveau réception, il y a un petit plafond de verre offensif pour le moment qu'il va falloir vite essayer de changer et de travailler. Parce que leur défense, on pouvait craindre, notamment leur défense contre la course, mais elle s'en est bien sortie. Bon, la défense aérienne, elle a martyrisé Blake Bortles, mais bon, ça à la limite. Bon, il y a des suggestions sur le chat, évidemment. Bon, tant qu'on y est, Jamarcus Russell, il propose Aikman. Voilà, Aikman est meilleur que Manziel, même aujourd'hui, dit Fabien. Tim Thibault aussi, j'ai Jean-Michel qui dit même Mohamed Sanou est meilleur QB que Bortles. Vous êtes durs, les gars. Bon, alors, petite mention. Donc, les Bills, le bilan de fin de saison. Petite mention quand même à Nathan Peterman, qui a dû rentrer en jeu après la commotion de Tyrod Taylor. 4 actions. Alors, c'est une interception, un fumble, un intentional grounding. Et une passe complétée. Après, on est. Là, il y a un truc dans le petit gronk illustra. Je pense. Là, c'est le plus sec. Une interception, un fumble, un intentional grounding. En 4 actions. Vider le frigo. Franchement, vous êtes dur parce que. On est dur, c'est censé être un quarterback professionnel. Non, mais il rentre comme ça sur un drive décisif en playoff. Il est rookie, il est face à la meilleure défense de la saison. Son interception, c'est surtout Jalen Ramsey qui l'a fait en lisant parfaitement ce que va faire Peterman. Enfin, 3 ballons perdus ou 3 erreurs en 4 actions. Excuse-moi, c'est censé être son métier. C'est un professionnel, ce monsieur. Vous êtes dur, les gars. Donc, je le trouve un poil dur quand même. Donc, mais je vous dis pas que demain c'est le quarterback qui amènera les Bills au Super Bowl. Bah non. Là pour l'instant c'est mal barré. C'est sûr, ouais. Mais le gars a joué un match et 4 actions cette année. Il peut amener les Bills au Super Bowl s'il joue chez un rival de division. Ou sur Madden. Ou sur Madden. Ça, c'est possible. Ouais, je pense que s'il devient le quarterback des Jets, il peut envoyer les Bills en playoff déjà. Je vous trouve un peu dur. Avec 2 victoires faciles. Et s'il se fait transférer après aux Dolphins pendant la saison, après une blessure, il leur offre encore 2 victoires. Enfin voilà. Sur sa première passe, il arrive, bam, il va chercher il est sur 3e tentative, il va chercher le first down. C'est vrai. Et là tout le monde se dit, c'est possible. Derrière, il a réalisé son erreur. Il s'est dit, oula, qu'est-ce que je fais ? Je vous trouve un poil dur. On fait
fait ça pour le buzz. Mais les Bills, voilà, faut construire l'attaque pendant l'intersaison. Je pense que c'est un peu la base. Là, on se doute bien que et puis encore une fois, ça part pas de nulle part. Ils ont fait une saison plus que correcte. Ils retrouvent les playoffs après 16 ans. C'est comme les Rams, c'est vrai qu'on s'y attendait Voilà, pas. franchement, c'est une bonne surprise et ça peut un aller match que de vers l'avant. playoffs après tant d'années sans avoir joué les playoffs, c'est déjà. Et c'est l'année où on parlait de tanking au début. C'est ça qui est fou. Ils retrouvent les Ouais, playoffs ouais, alors non, qu'au mais- début de l'année, parce non, mais qu'on du coup, rappelle faut les quand même- échanges. Ils envoient Sammy Watkins ailleurs, ils envoient Ronald Darby ailleurs. On se demande au début, c'est un peu. Faut Et quand même. le safety là, qui est parti à New England. Safety qui est parti à New England. Tu me mets un doute là. Non, ils ont envoyé un défenseur à New England. Alors, Mais si, j'avoue que quelqu'un j'ai- sur le j'ai chat nous le perdu, redira parce que là, pour le coup, ça m'échappe. J'ai perdu le fil de tout leur trade, mais. Bon, en tout cas, oui, en attaque et avec Mais si. avec Mais Tyrod si. Taylor qui Mais c'est sera pas un safety, éventuellement c'est un disponible. cornerback. Ah ouais, Stephen Gilmore. Ah oui, Qui Stephen sont- Gilmore, mais ils après, l'ont pas c'était envoyé, free c'était free agency. agency. Ouais. C'était free agency. Ils l'ont perdu lors de la free agency. ils l'ont perdu. À juste titre parce que derrière ils ont. C'était très cher. bon, Et ouais. oui, ils ont drafté Tredavious White qui est très bon. Qui est- Donc, oui, en plus. voilà, Ouais. non, ça n'a pas été Non, pourquoi un pas, très ouais. gros souci. Donc oui, on va reconstruire l'attaque. Tyrod Taylor va être un vrai point d'interrogation. Mais ensuite, il va falloir voir. Il va bon. peut-être falloir assurer la suite de LeSean McCoy aussi à un moment parce Ouais, qu'il commence tout à à monter fait. en âge. Hein, Oui, même s'il est très très mais bon. Quelques il petits continue. problèmes physiques en plus donc. J'ai mention quand même à Théocle Martin qui dit qu'il peut aussi les emmener s'il devient chauffeur de bus. C'est vrai, il les emmènera au Super Bowl. Bravo, C'est j'aime pas mal. beaucoup. C'est pas mal. Sur cette très bonne blague, on va passer au top et au flop alors. Les tops et les flops de la semaine, messieurs, c'est parti. Raphaël, ton top. Mon top, ça va être les Falcons parce que j'ai parié sur eux. De 1, ils me permettent de passer en tête au niveau des pronostics, donc ça c'est déjà bien sympa les gars. Et on va devenir riche. Et de 2, ça. l'avenir et la richesse est en route. Alors les gars, continuez, Ah là là. j'y crois. Je compte sur vous, j'ai un peu misé, donc on y croit quoi. Tu sais que j'ai encore de l'argent sur 3 équipes qui sont en course. Ouais, moi aussi. J'ai misé sur 3 équipes. Patriots, Falcons et Titans. Falcons, Saints et Steelers. Ouais, j'ai mis 2 Ah, euros pour en la pari cote, gratuit là, sur les Ah ouais, Titans j'ai- à la cote 81. Bien Je me suis dit, joué, bon, bien allez. J'ai mis Steelers et Saints en plus de Falcons. Ouais. Parce qu'ils c'était avant le premier Ouais, tour, donc ouais, ils étaient ouais. plus haut, je sais Ouais, plus à c'était combien pas ils mal, étaient, ouais. mais ils étaient pas les mal Saints tous les c'était deux. autour de 11, non? Un Ouais, truc comme c'était ça. 11 et Steelers, c'était pas loin d'être la même 6, chose. 60. C'était un peu plus, je crois. Ah Ouais. Après, comment tu le fais hein. Donc voilà, mon top. Raoul, Mon top, c'est Cam Jordan, le défenseur des Saints, qui a envoyé une bouteille de vin à Cam Newton pour le charrier un peu, mais. alors, j'ai pas suivi, il produit son propre vin parce que l'étiquette est à son nom. Ben, alors justement, marqué je Jordan suis sur l'étiquette. revenu voir dessus. C'est pas impossible. En fait, j'ai pas l'info. Ouais, mais on le voit pas. peut-être un petit Toujours, même si vignoble. c'est pas son vin à lui. C'est du trash talking, mais c'est du trash talking bon esprit, tu vois. Bon, c'est pas des insultes sur sa maman ou quoi. Au début de l'année, Newton l'a un peu cherché, Jordan lui a un peu rendu. Finalement, c'est lui qui le sac pour la victoire. Bon, bah voilà, c'est sympathique. Mais tant qu'on est là-dessus, moi c'était pas mon top de base, hein, mais mention spéciale donc au New Orleans Time-Picayune, qui est le journal local, Oui. et qui a titré les Panthers ont déjà un nouveau propriétaire, les Saints. New Orleans Saints. Ça, Bim, c'est celui-là très fort. il était très très bon. Hein. Bon exercice de prononciation celui-là. Oui. Et donc le top pour moi, Ton ce top sera la Bills Mafia, puisque bon, il fallait quand même les mentionner. Je sais que c'est cliché, Ah je là sais que là. Raphaël en a Mais marre qu'on en parle sur le mais, site. mais pourquoi je Franchement, comprends pas, non, mais ils sont je sympas. comprends pas la glorification d'abrutis Mais qui on sautent les sur une table en glorifie feu. pas. Alors tu vois, précise. Alors, ça c'est oh mon dieu, ouais, bravo Non, les gars, non, vous non, avez vu alors- comment ils sont géniaux, ils sautent sur une table en feu. Alors, Ouais, bon, laisse-moi bah, finir merci, les parce gars. que c'était même pas pour ça. Ouais. Non, alors je te jure, c'est que j'avais trouvé ça sympathique, les trucs qu'on a mis sur les tables en feu, etc. sur le site. Mais ce qui m'a décidé à les mettre en top, c'est plutôt l'image des gens qui attendaient de nuit à l'aéroport dans la neige pour saluer les joueurs. Et D'accord. je trouve qu'on s'est suffisamment extasié. Je me rappelle au moment de l'Euro en France où c'était Ouais. oh, ils sont tellement sympas les Islandais qui font tap-tap dans leurs mains. J'ai le droit de le faire aussi une fois de temps en temps. Hein. D'accord. Donc Ok, c'est le retour ok. à l'aéroport qui m'a. Je trouvais Ouais. que l'image où ils étaient quand même. J'ai pas l'œil pour les comptes, je pense 100 ou 200, enfin voilà. Et dans la neige à Buffalo, à mon avis, il faut avoir envie de se les Dans la caler. nuit. Parce que autant descendre à Jacksonville, tirer sur des bières et se jeter sur des tables, c'est pas très dur. Autant être la nuit à Ouais. Buffalo, dans le noir, où il doit faire moins 20 degrés Très bien. pour attendre des mecs qui descendent d'un avion. Je trouvais l'image belle, et quand on pense au public de Los Angeles qui a du mal à venir déjà au stade, je me disais que c'est quand même une belle image d'avoir des gens en pleine neige qui oui. attendent une équipe qui a perdu. Puis C'est déjà la vrai. semaine dernière, Non, ils avaient été sympas, ils avaient donné de la thune à la fondation d'Andy Ouais. Dalton. Non, mais c'est vrai. c'est parce que j'associais Non, mais je vois ce que peut-être tu veux dire. juste à tort Bills Mafia vraiment mec sur au tailgate quoi. Je vois ce que tu veux dire. pas tout. Mais Ce que je trouve pas forcément très
Bon, intelligent, non, ça ne l'est pas, on peut le dire. Non, ça l'est pas. Mais c'est marrant. Non, mais ça, tout le monde peut faire des trucs débiles, c'est pas mon problème, mais c'est au point que ça en devienne un truc genre, waouh, regardez les supporters modèles, ils se jettent sur des tables, tu vois. Je te dis, c'est pour ça, c'était pour le truc en plus. C'est que justement, je trouvais que ça leur apportait une perspective un peu plus calme et un peu plus encore plus sympathique. Public assez exemplaire quand ils avaient fait le match face aux Eagles sous la neige, les conditions catastrophiques qui restaient. Le stade était rempli. Les photos des gens qui avaient 20 cm de neige sur la tête parce qu'ils étaient plusieurs, c'était incroyable. Allez, les flops. Flop, à mon sens, pas le choix. Les Chiefs, quand tu mènes de plus 18 à la maison en playoff, il y a un moment, je pense que ça se passe de plus de commentaires. Bah, mon flop il est un peu sévère, mais j'ai trouvé dommage que les Bills y reviennent en playoff 16 ans plus tard pour mettre 3 points et se faire éliminer. Ils ont enfin mis le field goal. C'est ça, voilà, c'est histoire de dire genre yeah, on est en playoff et on met un field goal et salut. Celui du Super Bowl contre les Giants. Ça y est, il est enfin arrivé. Voilà, ça, il a fallu tout ce temps-là. Bon bah, non, après voilà, c'est sévère, mais ce côté très juste de voir ça 3 points après 16 ans, bon. Et puis moi, alors j'avais aucune idée pour le flop. Camille m'en est témoin puisque je l'ai écrit juste avant qu'on prenne l'antenne et quand il était là, il m'a dit c'est une semaine sur 2. Et donc du coup, c'était Cam Newton, mais je savais pas quoi mettre. Cam Newton pour sa prestation. Tu sais quoi, parce que si tu veux être un MVP, mon gars, quand t'as un dernier drive, tu vas au bout. Voilà, c'est tout. J'ai cru que tu allais me dire la gestion de sa commotion, mais même pas. Non, l'histoire de sa commotion. Non, je pense sincèrement qu'il a pris un truc dans l'œil parce qu'il avait l'air vraiment gêné. Par contre, c'est débile le coup de la comédie parce que quand tu sais en effet que les règles ont changé pour les commotions, faire semblant d'aller au sol parce que t'as pris un doigt dans l'œil, sachant que ça doit te renvoyer au vestiaire pour un protocole commotion, c'est un peu bête. Mais comme en plus ils ont chié sur le protocole commotion, bon bah ils s'en foutent. Donc moi je trouve ça assez culotté de leur part de dire non, mais il avait pas une commotion, on trichait juste pour gagner du temps. C'est beau. Qui d'ailleurs est punissable dans les lois de la NFL. Donc, bien sûr. Mais je pense que vu le climat actuel, ils ont préféré dire ça plutôt que de se faire gauler pour une mauvaise gestion de la commotion. Comme les Seahawks. C'est dire, on a vu, on a juste truandé gentiment pour le chrono, c'était pas une commotion. Ça va, de toute façon, on a perdu. Pas de soucis. Là-dessus, on passe aux questions. Retourne la casquette, Raoul, mais doucement. J'ai réussi. Bien joué. Acrobatique. Quel professionnel. La casquette des Packers. Vous avez le métier, que voulez-vous, mes bonnes gens. Maintenant, on peut dire dans quelle casquette on met. Avant, on disait pas, mais comme maintenant c'est en vidéo, on peut le dire pour ceux qui sont en audio. Et d'autant qu'on peut le dire sans que ce soit biaisé, parce que ceux qui ont la vidéo voient qu'il y a une casquette des Packers, une des Jaguars, une des Cowboys, un casque des Chargers et 2 casquettes du Hard Rock Café. Donc, on pourra même tourner. Ouais, c'est vrai. Et le logo, le nom des London Marmites dans un coin. Et on peut dire, pour ceux qui écoutaient l'émission en audio il y a quelques années, je crois que c'était les Cowboys. C'était dans la casquette Cowboys qu'on faisait les Chargers. La première fois que je suis venu au podcast, c'était ma première question. À une époque, on a eu une casquette des Buccaneers aussi. Je crois. Ouais. Allez, Raphaël. Bon, on en a déjà un peu parlé, donc du coup, on va faire rapide. Question de Christophe. Que pensez-vous de la comédie de Cam Newton ? Ça paraissait vraiment comme un gros choc quand même. Voilà, en l'occurrence, on vient d'en parler, ouais. Bah ouais, c'est vrai que je comprends que derrière, on ait pu croire à la commotion quand même, parce qu'il prend un bon coup dans la tête. Et moi, sur le moment, j'ai cru que c'était ça. Après, de dire que c'était un truc dans l'œil, je sais pas trop. Non, je sais pas, sincèrement, il avait l'air gêné par son œil sur le truc. Donc, ouais, possible. Il a pas une visière devant les yeux ? Oui, mais alors en fait, non, mais alors très sérieusement, apparemment, ce serait un morceau du truc plastoc qui aurait bougé en fait, et qui l'aurait accroché, enfin, qui l'aurait un peu amoché. Moi, c'est ce que j'ai cru lire, donc. Possible. D'une Pierre de Coubertin qui lui demande un scénario incroyable pour rivaliser avec le dernier Super Bowl. Qu'est-ce que ça pourrait être ? On l'avait dit, non, c'était dans le fauteuil. Atlanta mené 28-3 par les Patriots en 3e quart et qui remonte. Mais il n'y a rien de mieux. Franchement, et qui gagne sans passer par la prolongation. La victoire des Vikings à la maison, Adam Thielen qui réceptionne le touchdown de la victoire sur une 4e tentative à 2 secondes de la fin. Qui apporte le premier Super Bowl chez les Vikings. C'est vrai qu'en termes de scénario, ça pourrait être pas mal énorme. Il y a la question de Loïc sur le chat qui dit vaut-il mieux être chauve ou obèse ? Il a déjà répondu tout à l'heure quand on parlait des Chiefs, puisqu'il disait il vaut mieux être chauve dans ce cas-là, puisque Andy Reid a beaucoup de qualités, mais peut-être pas celle d'être très fin, et que du coup, comme il a perdu, il vaut mieux être chauve. Voilà. J'ai pas compris bien là. Andy Reid, il est plutôt chauve ou obèse ? Et nos abonnés Twitter ont tranché, il vaut mieux avoir de la bedaine. On avait dit bedaine, on avait pas dit obèse. Ça, parce que ça change un peu le. Chauve ou bedaine ? On avait dit il vaut mieux avoir de la bedaine parce que
et c'est le raisonnement de tout le monde, en tout cas de la majorité de la rédaction. Beden, tu peux aller courir. Chauve, c'est trop tard. Ouais, je suis Donc, assez d'accord. moi, je suis avec ça. d'accord. Et en tant que mec qui commence à perdre sur le dessus, Je aussi. ouais, je préférerais pouvoir aller courir pour que mes cheveux repoussent. T'imagines? Si tu vas courir, tes cheveux repoussent. Ce serait Putain, j'y vais génial. tous les jours. Ce serait génial. Allez, Raphaël. C'est, attends. c'est à Attendez, toi, j'avais non? une vraie Ouais, c'est à question, toi, j'avais ouais. oublié, autant pour moi. Une vraie question. C'est pas faux. Parfois, il y a des fausses questions. Cherche QB désespérément. Les Jets doivent-ils, selon vous, miser sur un jeune QB lors de la prochaine draft, Mayfield, Rosen, Darnold, ou tenter d'en obtenir un via trade, Smith, Manning, Flacco, ou offrir le pactole à Kirk Cousins, ou un plus petit pactole à Bradford, Bridgewater lors de la prochaine free agency? Merci à vous pour votre travail podcast site web. Bonne continuation. C'était Spree Chris. Bridgewater, si pas sûr qu'il y aille. si j'étais le GM des Jets, moi je partirais sur essayer un mélange jeune quarterback pris à la draft et un pari d'un mec un peu âgé mais pas trop cher, 1 ou 2 ans, comme un J'essaie de Bradford, chercher, voire un ouais. Bridgewater si jamais les Vikings décident. On sait pas Ouais, encore ce ouais. que vont faire les Vikings, hein, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que les Jets, en fait, ça serait perdre un peu de temps de filer tout de suite de l'argent à Kirk Cousins. Ils sont pas assez bien construits Oui, non, autour je suis pour. assez d'accord. enfin, Je suis assez d'accord. Moi, à la limite, Mayfield. Et comme à la limite, tu gardes McCann et Mayfield. et ouais, tu prends ouais, Mayfield. ouais, à la Oui. limite, ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Mais t'arrêtes d'en avoir 3 que tu utilises un match sur 3. Non, et faut qui qu'il y ait une servent. hiérarchie. Déjà, Bryce Petty, il est mauvais, c'est bon, on a compris. Et puis, Il arrive même plus à dire son nom. Ça me fait rire tout de Il suite, arrive c'est même plus à terrible. dire son non, nom. mais il y a un moment, Le mec est devenu. T'imagines, le mec est pas assez fort pour battre Bryce Petty. Donc, déjà, ça me. Ouais. Raphaël, ouais, vas-y. Question de Brady Peu. Mariota qui hausse son niveau en playoff, est-il le nouveau Joe Flacco? Pas quarterback élite, mais quand même meilleur que beaucoup d'autres. Et- Non, on n'est pas. Ah, c'est un peu non, tôt mais c'est, encore, hein. non, mais c'est une bonne question dans le sens où effectivement il a été un peu meilleur que ce qu'on a pu voir et Ouais, enfin, après, Flacco, il va pas, c'était du non, mais high level, hein, il va c'est pas playoff à devenir Joe l'époque, Flacco hein. du jour au lendemain, Ouais. mais c'est toujours intéressant d'avoir un quarterback qui dans ces moments-là répond. Ouais. Puis Mariota a fait qu'un match de playoff. Oui, c'est pour que le le premier là pour moment. l'instant. On va attendre un poil avant de. Ash Howard qui nous demande avec Latimore, Ramchick et Kamara, est-ce qu'on peut dire que les Saints ont réalisé la meilleure draft cette Ouais. année? Bah, Ouais. en tout cas, la plus visible. En tout cas, celle qui a le plus d'impact sur l'année Immédiat. même. Oui, Ouais, ça, bien sûr, c'est- c'est sûr. Ouais. Boston Largement. Strong avec le départ de Matt Nagy, coordinateur offensif pour développer Trubisky, celui de Brad Childress, assistant head coach plutôt offensif, et peut-être celui d'Alex Smith qui va développer Mahomes. Pensez-vous qu'en allant aux Bears, pour aider Trubisky, Nagy a abandonné Mahomes, drafté la même année? Bon, après, il l'abandonne pas, il va prendre Oui, un poste bah, supérieur. oui, On va c'est pas ça, lui reprocher de pas clairement. refuser une promotion, enfin d'accepter une promotion. Et puis Mahomes, ils trouveront du monde. Hein. Andy Reid, il est pas manchot avec les quarterbacks non plus. Ouais. Donc, Les quarterbacks ont tendance un peu à avoir des bonnes stats sur Andy Reid, donc oui, ce oui, sera pas. c'est pas le Ça va. souci. Raphaël, c'est à toi. Question de Arnaud Jets, une équipe qui va gagner le Super Bowl avec un quarterback remplaçant, ça s'est déjà vu. Je pense aux Eagles. Il n'y a pas une des Giants quand ils gagnent Si, le remplaçant de Phil Simms. Ouais, comment il Phil s'appelait Simms se blesse en cours de saison et c'est. Effectivement, on c'est va le te le quarterback retrouver. remplaçant qui amène les Giants au Super Bowl. Est-ce qu'on peut considérer que Kaepernick était remplaçant l'année où ils y vont? Non, parce qu'il est titularisé de. Ouais, Bah, mais c'est vrai il qu'il arrive en commence la semaine saison 8. remplaçant. Il arrive en semaine 8. Ouais, mais le mec revient en bonne santé et il garde Kaepernick. Ouais, c'est vrai. Oui, d'accord, à ce niveau-là, ouais. C'est comme Brady, du coup. Bah, Brady, ouais. Ouais. Brady est un oui. remplaçant officiellement. Du coup, oui, on peut rajouter Brady. Attends, j'essaie de effectivement, trouver. Bah, est-ce que Case Keenum est pas un peu remplaçant? Ouais, il y a pas On remarque encore, non, parce que tout le monde est revenu en force. Non, Puis- Bradford est toujours sur le banc, mais bon. Puis il est pas encore au Super Bowl. J'essaie de trouver Non, mais c'est sûr même. le nom du mec qui a remplacé Phil Simms au Super Bowl. Jeff Osteller. Jeff Osteltler. Ouais. Osteltler. Ouais. Ostetler, nous dit c'est ça. David. Merci beaucoup, David. En tout cas, bon, il y a pas mal de questions. T'en avais une Raoul, Oui, c'est à j'en ai toi une Vas-y. de Bernard Fa qui nous demande si vous êtes Kirk Cousins, où est-ce que vous allez l'été prochain? Resignature à Washington, mais out of franchise tag. Denver qui a une grosse équipe, mais une ligne pourrie, donc qui risque de prendre des taquets. Jacksonville qui est incubé près d'être très 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 dangereux. Ou Cleveland pour le challenge. Jacksonville. tous les jours. Hein. Tous les jours. Jacksonville Et les et Jaguars gros seraient bien doigt d'honneur aux inspectés, Redskins. Ah ouais. inspirés de mettre le paquet dessus. Moi, Ouais. c'est le scénario le plus évident. Quoi. Ouais, bien sûr, parce qu'il est jeune, il sort de deux très grosses, deux bonnes saisons en tant que quarterback titulaire, Dans et cette une année équipe notamment pas où franchement flamboyante, où il se retrouve un peu seul en fin de saison cette année.
Clairement, il faut miser sur lui. Enfin, à côté de Jaguars, je pense que c'est le meilleur. En plus, ils ont un peu de salary cap. Et surtout que les Jaguars, là, avec toutes les stars qu'ils ont en défense, ils ont finalement une fenêtre de tir en défense qui est de 2-3 ans. Parce que quand va falloir dans 2-3 ans re-signer Bouille, donner son premier contrat à Ramsey, Ngakwe, tout ça. Mais Loïc sur le chat a la vraie question, c'est Jacksonville, il faut quand même accepter de porter le casque et le maillot. C'est le seul truc, si t'es attaché au style, mais à la rigueur, si c'est toi qui le portes, tu le vois pas, donc c'est pas grave. Ouais, mais tu baisses les yeux de temps en temps quand même sur ta tenue. Le quarterback, je sais pas, hein, si tu baisses trop les yeux. Non, mais tu le vois dans un miroir, tu vois des photos de toi, je sais pas. Non, à la limite, on est dur sur le maillot, moi il me dérange là, c'est juste le casque. Ouais, je suis d'accord. Le maillot, casque, je trouve pas moche. Hein. C'est vrai. Le logo, le maillot, ça va. Regardez, c'est plutôt aller jouer à Jacksonville, à la limite. Jacksonville en soi, c'est pas. Ouais, mais il fait chaud. C'est joli. Franchement, après t'être caillé les miches à Washington pendant je sais pas combien d'années. J'ai l'air de. Qui disait que j'étais un sosie de Kirk Cousins à une époque? Non, il y avait pas ça. Ah oui, imaginez-vous Kirk Cousins à Washington. Va braquer la banque. Non, mais franchement, il y avait des gens sur le site, je me rappelle, qui proposaient même les Bills ou des trucs comme ça et tout. Franchement, à Jacksonville, il fait chaud, il peut prendre un paquet de pognon et il y a une équipe qui est prête. Alors là, je vois pas ce qu'on peut lui proposer. Il serait attendu comme le Messi. Enfin, en termes de situation, effectivement. C'est quand même pas mal. Question du Uberhawks, une équipe avec un taux de conversion à 2 points supérieur à 50% ne devrait-elle pas mathématiquement toujours tenter de convertir à 2 points? La question est de savoir si son taux resterait au-dessus de 50% si elle complétait tout le temps. Voilà. Les Steelers, ils le font pas tout le temps, les 2 points? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et va-t-on un jour admettre que le duo kicker-punter est aussi important que le quarterback? Je sais pas si c'est aussi important, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a un moment, il va falloir redonner un peu plus d'importance à ces deux postes. On voit le nombre de kickers qui ratent des field goals et d'où l'impact. Et même, au final, le punt est un peu ta première arme défensive, parce que quand tu renvoies avec un punter à chaque fois l'équipe adverse dans ses 5 yards, bah, c'est quand même un impact. Punter, on l'a vu, il y a eu ça change tout. Ouais, moi je trouve qu'il va. Alors, juste quelques petites questions que j'ai pris sur le chat vite fait. Loïc, alors non, en fait c'était qu'une question double. Alors, d'abord, Loïc qui troll un peu, qui nous dit qui pour coacher les Patriots la saison prochaine. Loïc, il aime bien troller. Et cette question de Cédric, alors son pseudo étant Cédric Patriots. Je soupçonne un petit biais dans la question et vous allez voir la formulation, on vous laissera entendre ce qu'il aime ou n'aime pas dans cette info. Salut la team, vous avez déjà parlé de l'intox sur les Pats? Alors je m'attendais à fake news, je suis un peu déçu, mais intox, ça marche aussi. Alors la théorie de l'équipe étant, il n'y a quand même pas tout le temps de la fumée sans feu. Ouais, nous on part plutôt là-dessus. Mais après c'est pas l'incendie non plus brûlant. On n'a pas le numéro de téléphone de Belichick, donc on peut pas lui demander. Maintenant, voilà. Non, parce que tout le monde veut qu'on parle des Patriots, alors on va essayer de faire 2 minutes sur les Patriots. On peut en parler. Moi, je veux bien croire qu'au bout d'un moment, tous ces mecs-là ayant des égos forts et un caractère un peu particulier, oui, ça marche. Comme ça marche bien, ça continue de fonctionner. Mais le jour où ça marche un tout petit peu moins bien, et puis t'as le pote de Tom Brady, donc son coach, qui souffle dans les bronches de Bill Belichick, et Bill Belichick, au bout d'un moment, ça l'énerve. Moi, je veux bien y croire. Moi, j'aime bien les déclarations là depuis 2 jours. Ils sont tous à se dire qu'ils s'aiment les uns les autres. Et oui, et ça, à mon avis, c'est la preuve que justement, il y a quelque chose derrière, parce qu'ils se précipiteraient pas tous au portillon. Sinon, ils diraient juste, non, il n'y a rien foutu. Moi, c'est ça. Je trouve que c'est pas très patriote finalement, ce communiqué commun. Le communiqué commun, je m'y attendais pas. Ouais, pour moi, les Patriots, à chaque fois qu'il se passe un truc, ils en parlent pas, et puis ça reste entre eux. Enfin, ils répondent pas. Et là, le fait de répondre, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre. Après, attention, c'est pas parce qu'on pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu que ça veut dire qu'on pense que demain, Belichick va se casser, que Brady va être tradé. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on dit. Cela dit, ça arrive, moi, ça me ferait bien marrer. On dit juste que voilà. Moi, je veux pas faire la catin à clic, mais. J'avoue qu'un départ de Bill Belichick ferait un peu exploser le compteur de visite du site donc, dans les faits, parce que derrière on a 2 semaines de rumeurs sur l'endroit où il va, le jour de l'annonce de son truc, les réactions de tout le monde. Moi j'y crois. Enfin, je pense pas que ce soit si tendu que ça. Je pense qu'il y a peut-être quelques tensions, mais c'est loin de détruire. Maintenant, en tant que fan des Giants, si tu me demandes si je l'espère et si je rêve d'un retour de Bill Belichick à New York, alors là, mais demain, comme vous voulez. Et alors, je vais faire la moitié de l'équipe s'il faut. Alors, c'est pas tant l'équipe, c'est qu'il est sous contrat, donc il faudrait envoyer des choix de draft pour le récupérer. Et un dirigeant anonyme disait, en gros, c'était une estimation, je sais plus quel site US avait demandé, et un dirigeant disait, en gros, il faudrait quoi ? Et le mec disait 3 premiers tours. Vas-y, rien à faire.
3 premiers tours. Ouais, ça allait sans problème. 3 premiers tours. Non, quand même sans pas. problème. Mais il y a des grosses compensations. 3 premiers tours, sans problème. Parce qu'ils avaient lâché. Parce qu'avec Bill Belichick, les 2 années d'après, tes 2 premiers tours, c'est des 29e choix, donc c'est pas grave. Et tes deuxième et troisième, il en fera des Pro Bowlers. Ouais, moi je m'en moque. Alors attends, parce que les Patriots avaient lâché des trucs aux Jets pour récupérer Belichick déjà. Et alors, je voudrais. Mais avec moins de palmarès. Sûr, mais il avait lâché des trucs. Ils avaient lâché. Mais je me demande s'il n'y avait pas un premier tour. Ouais, il y avait un parce premier tour de mémoire. Je me rappelle même. J'avais vu un reportage où un supporter des Jets qui disait pour Bill Belichick, on a eu Sean Ellis. Grosso modo. Donc il y avait bien un premier tour déjà. Et Bill Parcells avait été échangé aussi et la compensation était plutôt costaud aussi. Donc ça m'étonne pas. C'est pas inédit. Ouais, 3 premiers tours, moi je donne, mais bon. C'est énorme. Moi je trouve ça énorme. Mais cela dit, il y a Mathieu qui nous dit dans les commentaires 3 premiers tours pour un gars qui va 7 fois au Super Bowl. Bah, c'est gratuit. C'est rentable. Ouais, je suis assez d'accord. Combien de premiers tours ne t'emmènent pas au Super Bowl? C'est vrai. Bon, après, sachant qu'il a 65 balais. Ouais, mais bon, NFL ça va. Il peut tenir 10 ans. S'il est fort mentalement, il fait encore 10 ans. T'imagines si le malaise, s'il fait une crise cardiaque le lendemain de l'annonce. Les mecs des Giants qui appellent genre ça se passe comment? On peut être remboursé? Il y avait 7 jours normalement, le délai de. Oui, non. Et c'est satisfait ou remboursé? Non, c'est pas ça? Non, parce que normalement il y a 7 jours de rétractation quand on commande sur internet. La folie, quoi. Ouais, bon, après, ça, en tout cas, après, non, mais ça ferait. Cela dit, au premier tour, le lendemain, il peut se péter les adducteurs et jamais revenir. Aussi, donc en même temps, c'est vrai. Bon, la draft, c'est surfait en fait. Allez, on va terminer là-dessus. Tiens, juste 2 questions de 2 minutes warning. C'est un 2 minutes, tout question warning. Est-ce que Johnny Manziel a le droit de se moquer des Brands? Non. Non. Quel boulet. Qu'il la ferme. Et qu'il disparaisse. Et puis Pink va chanter l'hymne national, c'est pour toi Raoul. Justin Timberlake sera à la mi-temps. Est-ce que le Super Bowl va se dérouler en mon moi de 5e est très content d'avoir cette programmation musicale. Wow. Ton toit de 5e. Ouais, mon mois de 5e. Nostalgie quoi. Désolé. Hein. T'étais en 5e en 2004 je crois bien, ouais. C'est au même moment qu'il a découvert Star Wars 2 en fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Et là, Hayden Christensen arrive en tribune de presse. Ouais, je préférerais Obi-Wan Kenobi, mais bon. Ah bah oui. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 224 du podcast Jeune Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. On va parler de tout ce qui va se passer en divisional week-end. Il y a des belles affiches avec l'arrivée des Steelers, des Patriots, des Vikings et des Eagles. Donc il va se passer plein de belles choses. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Soirée ce dimanche à partir de 18h animée par Raoul Villeroy. Soirée Super Bowl. Il y a déjà un article sur le site. Vous pouvez déjà réserver pour la soirée Super Bowl. Il y aura plein de choses. Il y aura l'équipe de France qui sera là. Il y aura des cheerleaders. Il y aura l'équipe de France, des animations. Il y aura une partie de l'équipe de France qui va être là. Et donc on aura nous un envoyé spécial. On vous l'annonce déjà le soir du Super Bowl. Nous on sera en plateau ici. Donc on fera un live qui devrait faire 2 heures avant le match où vous allez nous voir parler et blablater avant. Et on aura un envoyé spécial qui sera au Hard Rock vers lequel on ira de temps en temps. Donc le Hard Rock, c'est notre partenaire du mardi et vous avez les infos en bas pour ceux qui sont en vidéo. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee évidemment. Le prochain objectif loyer est toujours ouvert. Pour nous suivre sur Twitter @tdactu, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @CamilleSaraben et @Alain Mathéon. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous remercie si vous nous écoutez évidemment sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube ou en direct sur Facebook Live. On vous dit à jeudi, à très bientôt. Camille peut lancer le générique. Et c'est parti, on vous dit à jeudi. Merci beaucoup de nous suivre. Ciao, ciao. 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 Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.